Bonjour et bienvenue à l'émission Toute Direction qui met en valeur les initiatives des organismes et personnalités de Forestville et des environs. Cette semaine, je reçois Philippe Vaugeois, chargé de projet en sécurité alimentaire pour la Haute-Côte-Nord. Donc bonjour Philippe. Bonjour Joanie. Merci d'être venu nous voir cette semaine. Ça fait plaisir. Donc on va en apprendre un petit peu plus sur votre projet là, de sécurité alimentaire. Premièrement, si tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle, toi, en tant que chargé de projet. Mon rôle consiste à mobiliser les partenaires autour des actions qu'on a décidé de mettre en place en collaboration avec la MRC, le Comité de développement social, à l'intérieur du volet de la MRC nourricière. OK. Puis est-ce que ça fait longtemps que tu es à ce titre? Ça fait seulement depuis le mois d'août 2021. Ah, OK. Parfait. Donc, à peu près 6 mois là, que tu jongles avec ce projet-là. Oui. Est-ce que, justement, ça a avancé? En quoi ça consiste, premièrement? Là? Bien, la sécurité alimentaire, c'est un concept qui est assez large. Ça consiste à s'assurer que tout le monde, tous et chacun, ait accès à de la nourriture saine, tout dépendant de leurs besoins à tout moment. On travaille justement à installer là, tout récemment des frigos communautaires, entre autres choses, sur le territoire de la Haute-Côte-Nord, dans toutes les municipalités. Là. OK, parce que c'est pas tout le monde qui ont accès à de la nourriture comme on peut l'avoir personnellement. Donc, pour les plus démunis, dans le fond, c'est des services qui peuvent s'ajouter pour qu'ils puissent avoir accès à de la nourriture pour manger sainement. Absolument. Puis, une autre action qu'on a fait durant l'été, quand j'ai commencé mon mandat, ça a été de sensibiliser les jeunes à travers les activités avec les camps de jour. Il y a certains des camps de jour des municipalités qui sont allés visiter des fermes pour voir d'où la nourriture vient, comment elle se produit. Puis, tu sais, ça, de les sensibiliser à mettre un peu la main à la terre aussi, puis à se rapprocher de l'alimentation. Oui, c'est ça. Puis toi, est-ce que tu es rattaché au centre de dépannage des Nord-Côtiers qui est situé aux Escoumins? Oui, sur la rue Pelchat, aux Escoumins, oui. OK. Donc, tu es rattaché à... Dans le fond, c'est le centre de dépannage qui a ce projet-là, qui t'a embauché. Puis est-ce que vous êtes deux ou t'es seul? Pour le projet de sécurité alimentaire, je suis seul. Je suis à mi-temps. Je suis juste à 20 heures semaine pour l'instant, mais on fait le plus qu'on peut avec le temps qu'on a. Là. C'est ça. C'est un début. Puis c'est dans le fond, ça te permet de coordonner un peu les actions. Donc, si on entre vraiment là, au niveau des frigos communautaires, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi puis comment ça fonctionne? Bien, le concept des frigos communautaires existe depuis quand même quelques années au Québec. Le concept est simple, c'est de mettre des frigos, des congélateurs dans des lieux publics. Okay. Ça peut être à l'extérieur, ça peut être à l'intérieur, pour que les gens aient accès à de la nourriture, que ce soit de la viande, que ce soit des légumes, donc des céréales aussi. On peut mettre des garde-manger, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se développer autour de ça. Puis, c'est vraiment géré par les municipalités. C'est les agents de développement qui gèrent des registres. Il y en a des fois, il faut appeler avant. Il y en a qui sont en libre-service. Okay. Mais le concept est simple. C'est qu'on dépose des aliments dans le frigo pour les gens qui en ont besoin. Puis, les gens qui sont dans le besoin peuvent y aller et puis se servir pour s'assurer d'une alimentation complète le plus possible. OK. Donc, ça peut aussi éviter le gaspillage, j'imagine? Oui, absolument, absolument. Il y a un gros volet d'éviter le gaspillage. On travaille en collaboration avec les épiciers, les restaurateurs, les agriculteurs. Ça va venir plus au printemps. Okay. Mais il y a beaucoup d'épiciers et de commerçants de la région qui participent déjà par le biais de la récupération alimentaire. Donc, on fait ça autant du côté est de la MRC ici à Forestville qu'à Sacré-Cœur, Tadoussac. Ensuite, tout ça est ramené au centre de dépannage où ici, c'est centralisé à la friperie du Nordais. Le frigo est à l'intérieur de la friperie du Nordais. Puis ensuite de ça, on s'en sert un peu de cette nourriture-là pour distribuer aussi dans les frigos, mais j'ai du démarchage à faire pour augmenter le volume, pour s'assurer de pouvoir bien les garnir et de répondre à la demande éventuellement. Oui. OK. Puis en ce moment, donc en Haute-Côte-Nord, il y a 2 frigos qui sont en place. Non, en fait, il y en a, il y a Sacré-Cœur, Tadoussac, Bergeronne, Escoumins, Port-Neuf, Colombier et Forestville. OK. Fait que les frigos sont déjà en fonction dans ces endroits-là. Oui, sous toute réserve. Là, je dois rencontrer les agents de développement pour m'assurer que tout est sous contrôle puis qu'ils ont tout le soutien qu'ils ont besoin pour partir les frigos. Mais je peux vous dire que Escoumins, Forestville, Bergeronne,
sont en fonction. Les autres, ça ne devrait tarder d'ici quelques semaines, si c'est pas déjà fait. Puis, comment faire, dans le fond, pour les gens, pour savoir où ils sont situés? Pour ça, je vous invite à communiquer avec les agents de développement de votre municipalité. Okay. Ou si vous avez des questions, je vous invite à aller sur le Facebook Sécurité alimentaire Haute-Côte-Nord, HCN, donc Sécurité alimentaire espace HCN. Puis là-dessus, je pourrai répondre à vos questions sur cette page-là. Mais vous pouvez aussi rentrer en contact avec le centre de dépannage des Nord-Côtiers ou la friperie du Nordais. OK. Parfait. Puis donc, ceux qui veulent déposer des aliments, il n'y a pas de problème, mais comme tu dis, c'est de s'informer à ce moment-là à la municipalité si c'est libre-service ou non. Oui, voilà, s'informer. Et évidemment, il y a quelques règles d'hygiène à respecter. OK. Donc, il s'agit de, surtout dans notre situation actuelle de pandémie, oui. On va éviter d'utiliser des restants de table ou de la nourriture de buffet qui a été surmanipulée. Ça, on va essayer d'éviter ça. Mais pour le reste, il s'agit là de bien étiqueter ce que vous mettez dans le frigidaire. S'il y a des allergènes, ça serait gentil de le mettre aussi. Puis sinon, marquez la date, marquez ce que c'est. Puis appelez-vous vos agents de développement, puis vous pouvez aller déposer ça, puis ils vont s'occuper de faire fonctionner le frigo. OK. Fait qu'il n'y a pas de restrictions en tant que tel alimentaire comme les noix arachides, fruits de mer. On faut l'indiquer dans le fond. Oui, l'important, c'est de l'indiquer. Puis soit dit en passant, des fois, les gens sont inquiets par rapport aux risques qui peuvent encourir s'ils déposent des choses. Puis oui. là, des gens, là, ils pourraient tomber malades. Mais en fait, au Québec, il n'y a jamais eu de plainte encore par rapport à ça. OK. Puis il y a un article de loi du Code civil, l'article du Bon Samaritain, qui dit que quelqu'un qui fait une bonne action, qui va venir en aide à quelqu'un, peut pas être retenu contre, ça peut pas être retenu contre lui s'il arrive de quoi, à moins que ça soit vraiment une intention okay. malicieuse ou qu'il y ait des mauvaises intentions. Là. Oui, c'est ça. C'est pas arrivé au Québec. Puis, comme je vous dis, il y a un article du Code civil, parce que des fois, les gens posent la question. Oui. Puis, c'est ça. Donc voilà. Ouais. Donc, on peut faire une batch de muffins, puis dire, ben là, il m'en reste, j'en ai ben trop fait. Exactement. Au lieu de les jeter dans la poubelle, puis que ça Exactement. bénéficie à personne, dans le fond, au bout d'une semaine, ben c'est à ce moment-là d'aller les porter à des gens que peut-être qui n'auraient pas la chance de manger des muffins cette semaine-là. Oui, absolument. Puis, je veux dire, le portrait des gens qui ont besoin d'aide alimentaire est en changement, on le constate. Oui. Que ce soit le profil, que ce soit l'achalandage qui augmente. Entre autres choses, là, on voit beaucoup de personnes âgées qui ont comme seul revenu leur pension de vieillesse. Puis on voit qu'avec l'augmentation du coût des aliments, notamment la viande, on parle de pratiquement 20% d'augmentation en 2 ans, mais peut-être même plus. Même chose pour les œufs, autour de 13%, les produits laitiers. Les fruits et légumes aussi, ça varie autour de 10 à 15% d'augmentation. Donc, les gens qui ont seulement un revenu, et même aussi les gens qui travaillent, maintenant, on les voit venir chercher de la nourriture parce qu'ils n'y arrivent simplement pas. C'est ça. Ouais. Puis au niveau des frigos communautaires, est-ce que ça fonctionne bien jusqu'à présent? Avez-vous une bonne demande? Oui. Surtout, notamment, là, on a des données pour celui de Forestville et celui des Escoumins. Donc, on parle en tout là d'une 50aine de familles qui 25 d'un côté, à peu près 25 de l'autre, qui vont se servir régulièrement dans les frigos communautaires pour combler leur nourriture pour le mois ou pour la semaine. Puis ce qu'on voit aussi comme changement, c'est que les demandeurs pour ces services-là ou les gens qui viennent chercher, ça rajeunit aussi. Là. C'est-à-dire que, comme je dis, des jeunes travailleurs qui sont en couple, mettons un couple de jeunes de 20 ans qui travaillent au salaire minimum, avec le prix des loyers, avec le coût de la vie. Il y a une espèce de décalage là, puis c'est un facteur de stress supplémentaire pour ces gens-là qui travaillent, puis pour les gens qui travaillent pas. C'est dur pour eux de prévoir quand ils vont pouvoir manger. Donc, c'est ça. On essaye à travers ces démarches-là aussi de favoriser le développement des gens, des individus dans la communauté, qui puissent savoir quand ils vont manger, que ça leur enlève ce stress-là, puis en plus, ensuite, peuvent penser à d'autres choses pour se rétablir ou penser à leur cheminement ou à leur démarche personnelle. Donc c'est vraiment la base, hein, c'est l'alimentation. Donc, c'est à la base de tout.
Donc, si on pense au panier de Noël, par exemple, on a des critères à respecter. Les gens doivent remplir un formulaire, ils doivent même donner leur rapport d'impôt de l'année précédente, etc. Donc, est-ce que pour les frigos communautaires, il y a des critères comme ça pour ceux qui voudraient aller l'utiliser? Pour l'instant, non. Okay. C'est vraiment libre service. C'est vraiment ça la philosophie de la sécurité alimentaire, c'est que on le fait sans discrimination en égard aux revenus ou à la situation sociale ou familiale, peu importe. Les gens peuvent y aller. Puis, si vous en avez besoin, allez-y. C'est là pour vous, c'est là pour ça. Soyez pas gênés. Il y a peut-être un tabou aussi, là. Les gens vont se dire, bon, c'est gênant d'aller chercher. Mais je vous dirais que, règle générale, à Forestville, puis aux Escoumins, les gens y vont, puis ça se passe super bien. Parfait. Donc ça, les frigos communautaires, c'était un projet qui a été mis en place. Est-ce qu'au niveau de la sécurité alimentaire, il y a d'autres projets qui sont en place ou qui sont à venir? Oui. Tout d'abord, j'aimerais spécifier que pour les frigos communautaires, on a quand même des idées de collaboration aussi pour étendre le partenariat, pour s'assurer que tout le monde qui veut s'impliquer puisse s'impliquer, notamment les maisons de jeunes aussi. Là, je vais les approcher bientôt, voir s'ils ont un intérêt à peut-être cuisiner la nourriture qui est récupérée, les bananes de l'épicerie pour faire des pains aux bananes, puis les mettre ça dans les congélateurs. Ça, c'est sous toute réserve. Je ne les ai pas contactés encore. Fait que s'ils nous écoutent, je vais venir vous voir bientôt. Ceci étant dit, il y a aussi la possibilité, ça c'est un souhait plus que quelque chose qui va arriver. J'aimerais ça, ça se fait ailleurs, que le CIS puisse participer aussi avec les restants des cafétérias de leur institution, que ce soit les centres de personnes âgées, ainsi de suite. On sait qu'eux aussi ont de la nourriture à servir à leurs bénéficiaires. Puis, c'est ça, on est conscient qu'il y a quand même un bon volume de nourriture là qui est possible d'aller récupérer. Fait qu'on aimerait beaucoup ça. Ça nous assurerait, parce que dans le concept de la sécurité alimentaire, on se dit que sur le territoire de la Haute-Côte-Nord, il y a assez d'agriculteurs, il y a assez d'industries, puis d'établissements de services comme ça gouvernementaux. La nourriture, il n'y en manque pas. Puis dans ce contexte-là, moi personnellement, dans ma vision, je me dis qu'on devrait être capable de nourrir notre monde convenablement. Sans que ça soit trop difficile pour eux autres. Puis comme je dis, c'est la base de tout. Fait que quand les gens savent quand ils vont manger puis qu'ils ont le ventre plein, bien ensuite de ça, ils peuvent s'attarder à d'autres choses puis s'occuper de leur personne puis de leur vie. Fait que c'est un peu ça l'idée. Pour ce qui est des projets à venir, on aimerait beaucoup ça, pouvoir, comment dirais-je, mettre en réseau les producteurs, les agriculteurs, faire des circuits courts aussi cet été par rapport au marché public, faire en sorte que les agriculteurs puissent vendre leurs produits directement à la population, puis en même temps, ben ça fait en sorte que ça peut créer un sentiment d'appartenance, ça peut créer aussi une culture de proximité par rapport aux aliments qu'on consomme. Donc ça, je trouve ça super important. Donc ça, c'est dans les plans, notamment à travers l'organisme SEVA qui est supposé reprendre la balle au bon bientôt. Donc, SEVA va clairement être un pôle important dans le développement des projets en agroalimentaire dans la région. Pour ce qui est de la transformation, ça peut être des projets préparatoires à l'emploi. Donc, c'est dans les cartons, ils ont toutes sortes de choses de planifier. Fait que j'ai bien hâte de faire la suite. Beaucoup de boulot sur ta planche. Oui, mais c'est le fun, ça garde occupé. Ça garde occupé, puis c'est pertinent. Je veux dire, je trouve que c'est tellement important. Donc, C'est ça, on voit que ça te tient à cœur. Donc, Philippe, on va prendre une courte pause, puis par la suite, on va revenir avec toi pour parler un petit peu justement de la pandémie là, et de la sécurité alimentaire. Donc, on est de retour après une courte pause publicitaire. Restez avec nous. Donc bonjour, on est de retour après une courte pause publicitaire avec Philippe Vaugeois, chargé de projet en sécurité alimentaire pour la Haute-Côte-Nord. Donc Philippe, pour revenir donc sur notre sujet qui est très intéressant, j'aimerais savoir avec la pandémie, est-ce que vous avez noté justement plus de demandes au niveau de la sécurité alimentaire là, sur la Haute-Côte-Nord? Oui, absolument. Il y a un lien, puis on le voit partout au Québec, entre la pandémie, l'inflation qui était déjà en place, mais que la pandémie a exacerbé. Donc, on voit que les gens ont de plus en plus besoin. Ils n'arrivent pas nécessairement avec leur salaire. Donc, oui, la demande augmente.
Puis, c'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour répondre à cette demande-là. Oui. Puis c'est quoi la différence entre les demandeurs d'avant pandémie que depuis 2 ans? Là? Est-ce que justement il y a plus de jeunes couples? Est-ce que le visage des demandeurs a changé un petit peu? Oui, on a vu un changement à cet égard-là, c'est-à-dire que des jeunes couples, des retraités, des personnes seules qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, donc surtout plus de personnes âgées et des jeunes. Okay. C'est ce qu'on remarque. Puis qu'est-ce qui explique ça selon toi, là, avec la pandémie? C'est parce que les gens perdent leur emploi? Je vous dirais que ça doit être un mélange de plusieurs facteurs, là, de mettre le doigt exactement sur les paramètres qui impactent le plus là, le fait qu'on a une hausse. Je ne saurais pas dire, à part le fait de ce qu'on voit, c'est l'inflation. C'est vraiment le coût des aliments qui augmente. Le panier d'épicerie coûte plus cher. Les salaires n'augmentent pas nécessairement au même rythme aussi. Fait que c'est ça, nous autres, en sécurité alimentaire, on a comme objectif de vraiment mettre tout en place pour que les gens aient plus accès à de la nourriture plus facilement. Oui, c'est ça, parce que vous n'êtes sûrement pas les seuls, justement, qui voient cette hausse-là depuis 2 ans. Donc, au niveau des projets, j'imagine que ça peut quand même aider les gens, là. Oui, absolument. Puis, je pense que ce qui est important de mentionner, c'est que ce qu'on essaie de faire pour l'année ou les années qui s'en viennent, c'est d'établir un comptoir alimentaire pour les gens de la Côte-Nord, qui puissent prévoir quand ils vont manger. Parce que là, pour l'instant, les dépannages se font de manière plutôt sporadique. Ça peut être aux 3 mois, ça peut être au besoin, mais il n'y a pas de comptoir à proprement dit où les gens peuvent aller. Ils savent qu'à tel jour du mois, ils vont avoir accès à leur sac de nourriture qui partent chez eux, puis après ça, ils peuvent continuer à planifier leurs choses. Donc ça, c'est pas nécessairement en place dans ce modèle-là sur la Côte-Nord. Moi, c'est sûr que j'aimerais bien qu'on travaille ensemble avec la MRC, les agents de développement, les citoyens, puis les organismes communautaires, nos super partenaires, à mettre ça en place tranquillement. Donc ça, c'est un des défis qu'on a pour l'année à venir, disons. Là. Oui, parce qu'on pense souvent que pendant la guignolée, il faut donner pendant le temps des fêtes, que les gens puissent manger pendant le temps des fêtes, mais dans le fond, il y a des gens que c'est à l'année. Oui, absolument. Puis, c'est ça. Oui, c'est ça. On n'a pas besoin, dans le fond, juste dans le temps des fêtes. Ça serait une demande, le comptoir que tu parles, ça serait à l'année. À l'année, absolument. C'est sûr, on se concentre souvent sur la guignolée, le temps des fêtes, mais oui, les gens ont faim durant les 11 autres mois de l'année. Donc, c'est ça, c'est de leur servir de leur offrir un service pour eux à l'année. Oui, c'est ça. Puis justement, est-ce que depuis 2 ans, vous avez besoin de plus d'aide financière, de plus de bénévoles? Est-ce que, vu que la demande a augmenté, est-ce qu'au niveau du centre de dépannage, vous devez avoir plus d'aide? Écoutez, au centre de dépannage, il y a déjà des bénévoles qui nous donnent un bon coup de main. Par contre, s'il y a des gens qui veulent participer à l'effort, que ce soit en sollicitant des commerçants, que ce soit en cuisinant, que ce soit en diffusant l'information pour qu'elle se rende aux gens qui en ont besoin. Oui, l'aide est toujours appréciée. Par contre, je crois, et je me répète peut-être un peu, mais dans notre contexte, en Haute-Côte-Nord, il y a assez d'entreprises, il y a assez d'organisations gouvernementales qui ont de la nourriture. Je suis convaincu qu'on peut, en travaillant ensemble, avoir un modèle structurant, durable, qui va faire en sorte que ça ne sera plus autant une inquiétude pour les gens dans le besoin qui essaient de se rétablir, qui ont eu des mauvaises... Ils auront des gens à qui sont arrivés comment je dirais, des malchances. Donc c'est ça. Je pense qu'on a ce qu'il faut. Il y a des gens qui ont une bonne volonté. Il s'agit juste de mettre tous ces efforts-là en commun pour essayer de mettre un système alimentaire qui va être durable pour les gens dans le besoin. Oui, c'est ça. Donc, mais est-ce qu'il y a des gens qui se sentent interpellés par tes projets ou qui auraient des idées? Comment ils peuvent te joindre? Ils peuvent me joindre par téléphone sur mon cellulaire au 418-763-8083. Ça peut être aussi par courriel, vaujoie.philippe@gmail.com ou tout simplement
la manière la plus facile, selon moi, ça serait d'aller sur le Facebook de Sécurité alimentaire HCN. D'envoyer un message par là. Ouais. Fait que donc, t'es preneur pour toutes les idées, bien sûr, s'il y en a qui en a. Puis est-ce que, justement, au niveau du gaspillage, peut-être dans les épiceries, restaurants, est-ce qu'il y a déjà des démarches d'entamer de ton côté? Est-ce qu'ils sont ouverts? Oui, on a une belle collaboration de la part des épiciers, des dépanneurs. Il y a un peu de démarchage là, à faire dans le domaine de la restauration. C'est sûr que moi, j'ai été embauché au mois d'août avec la pandémie, puis là, l'été, le tourisme, puis bon, je me suis dit, je vais faire ça peut-être au printemps parce que je pense que les gens sont occupés aussi, ils ont de la misère à trouver des employés puis à garder leur business ouverte. Oui. On veut pas nécessairement encombrer ces gens-là, mais c'est à venir, c'est dans les cartons de les solliciter. Puis aussi les agriculteurs, là, comme je l'ai nommé, pour peut-être les fonds de champ, ainsi de suite. On a aussi un projet d'achat d'un déshydrateur de grande capacité pour pouvoir récupérer justement s'il y a des fonds de champ, s'il y a des bananes ou des fruits ou des légumes, que ça devienne un automatisme de nous contacter pour qu'on puisse ensuite de ça les mettre dans le déshydrateur, faire des collations pour les enfants. Il y a toutes sortes de projets. Là, on veut vraiment offrir le plus possible avec les moyens qu'on a. Puis je pense qu'on va y arriver, ça va juste prendre un petit peu de temps. C'est ça, parce qu'avec le centre de dépannage, vous êtes un organisme, donc vous avez la chance d'avoir accès à des aides financières, à des subventions, donc pour des beaux projets comme vous menez à terme en ce moment. Là. Oui. Nous, c'est à travers le FKIS, le Fonds québécois d'investissement social, je crois. Que vous avez des fonds pour réaliser des projets comme ça. Donc, merci Philippe de nous avoir parlé de ces beaux projets-là. Maintenant, j'aimerais peut-être te faire connaître un petit peu parce que justement, comme je te disais, moi, c'était la première fois qu'on se côtoyait. Donc, premièrement, est-ce que tu es originaire de la Haute-Côte-Nord? Non. À la base, je suis un gars de Montréal. J'ai passé 30 ans de ma vie là, mais j'ai déménagé en Gaspésie pendant à peu près 8 ans. Pour ensuite déménager ici avec ma femme, mes 3 enfants. On est super bien sur la Côte-Nord. Fait que je suis un gars de la ville, mais je suis très, très attaché à la Haute-Côte-Nord. J'aime les gens, j'aime la région. Donc, je suis vraiment content d'être là, puis je me sens à ma place. Là. Bien, parfait. Nous, on est bien contents d'accueillir des jeunes familles chez nous. Ça fait combien de temps, là, vous résidez aux Escoumins? Ça fait 1 an et demi. Que je suis sur la Côte-Nord. Donc, j'ai déménagé dans ma nouvelle maison familiale avec ma femme, mes 3 enfants au début de l'année scolaire. Là. Fait que c'est quand même super récent. Ben oui. Puis, t'es déjà impliqué. J'aime vraiment beaucoup ma communauté d'accueil. Là. Je tiens à le dire parce que, bon, des fois... quand ça va pas bien, on le dit, mais je suis vraiment content d'être là. Puis c'est quoi qui t'a amené, ça, en Haute-Côte-Nord? Ben, en fait, c'est un autre emploi. Je suis intervenant jeunesse au Carrefour Jeunesse Emploi de la Haute-Côte-Nord aussi. Donc, j'ai commencé à travailler en septembre 2020 au CJE. Puis, j'ai pris l'emploi, en fait, en sécurité alimentaire à travers les constats que j'ai faits au CJE, étant donné qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, il y avait plusieurs affichages déjà de faits pour le poste. Puis, comme je vous dis, moi, mon souhait, c'est qu'il y ait un système alimentaire qui soit prévisible pour les gens puis pour les jeunes. Puis moi, ça me touchait directement à travers les jeunes que j'épaule dans leur démarche. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de le prendre à mi-temps. Je suis pas à temps complet, c'est pour ça que peut-être ça avance un peu pas aussi vite qu'on voudrait. Mais bon. Donc, c'est le CJE qui m'a amené ici. Je suis tombé en amour avec la région. J'ai ramené mes enfants, ma femme. Ensuite de ça, j'ai vu l'opportunité et le besoin, en fait. Fait que c'est pour ça que j'ai pris le mandat en sécurité alimentaire. On va voir où ça nous mène, mais pour l'instant, ça va bien. Petit train va loin. C'est ça. Puis, est-ce que tu avais des expériences, dans le fond, d'études par rapport à ça, à ces domaines-là? Moi, mes champs d'études, c'est le travail social au cégep, puis l'administration à l'université. Donc, j'ai quand même des notions en termes de gestion de projet, de gestion de budget aussi. J'ai fait de l'intervention de proximité à Montréal. J'ai été coordonnateur. Donc, j'ai baigné dans le communautaire pas mal toute ma jeune carrière. Puis, je suis quelqu'un qui
qui veut être proche des gens. J'ai besoin de ça. Je trouve que c'est ça qui est vrai. Puis je pense que c'est important de s'impliquer auprès de nos communautés pour que ces gens-là puissent ensuite se relever puis faire partie de la communauté à proprement dit, puis qu'ils soient actifs, puis qu'ils apportent leur grain de sel. Parce que je pense que tout le monde a sa place dans la société. Puis je pense que des fois, les gens ont juste besoin d'aide puis d'être réguliers pour la trouver puis pour se trouver. Puis après ça, ben ça devient des personnes contributeurs, je ne sais pas comment le dire, mais des gens qui peuvent ensuite venir contribuer, mettre l'épaule à la roue puis c'est des gens qui ont du vécu, fait que c'est une richesse là, dans le domaine social de pouvoir soulever des gens de leurs conditions, puis de les faire sortir de ça, puis qu'ils s'épanouissent, puis qu'après ça contribuent. Je pense que c'est important. Oui. Vraiment. Ouais. Puis donc, si tu penses à ton travail en sécurité alimentaire, qu'est-ce qui te plaît le plus jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui me plaît le plus, c'est de sentir que les gens avec qui je collabore jusqu'à maintenant, tout le monde est d'accord. C'est pas difficile. C'est sûr que c'est beaucoup de démarchage, mais j'aime rencontrer des gens qui sont dynamiques. Ça, c'est dans le cadre tant de ma concertation que quand on est auprès des gens qui sont dans le besoin. Donc, l'être humain est au centre de tout, des organisations, puis de nos communautés. Fait que j'apprécie beaucoup ça. Puis j'aime les défis aussi. Je suis quelqu'un qui a tendance peut-être à s'ennuyer un peu. OK. Fait que des fois, tu manques pas de défis avec ça. Oui, exactement. Ben, il y a beaucoup de choses à développer. C'est ça qui est intéressant. C'est pas tout cuit dans le bec, là. Non, puis c'est très diversifié. Oui. Fait que c'est zéro monotone. Puis j'adore être dans l'action. Donc, super, ça. Donc, c'est ça. Ben, on voit très bien ta passion, fait que je suis bien contente de t'avoir rencontré puis de te faire découvrir aussi aux gens. Merci, c'est très gentil. S'il y a des gens là, qui ont des projets pour toi là, en sécurité alimentaire, ben qu'ils puissent te joindre comme on l'a dit tantôt. Donc, je te remercie beaucoup, Philippe, puis je te souhaite une bonne année 2022 aussi. À toi en aussi. Même temps. À toi aussi, merci. Donc, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, aussi, de nous suivre chaque semaine dans vos écrans. On est bien content de vous faire découvrir nos organismes de la Haute-Côte-Nord, donc de Forestville. La semaine prochaine, on va discuter avec la mairesse Micheline Anctil au sujet du budget 2022 de la ville de Forestville. Donc, soyez là avec nous aussi la semaine prochaine.